Nouvelle édition du journal sur RTG Awards. Madame, monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez. Voici pour commencer les titres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains est arrivé ce dimanche à Goma, au Nord Kivu. Alexis Tambwe Mwamba s'est aussitôt prononcé sur l'arrestation en Tanzanie de Djamil Mukulu, leader d'ADF, qui, selon lui, sera extradé en République démocratique du Congo pour répondre de ses actes devant la justice congolaise. Alexis Tambwe Mwamba arrive à Goma pendant qu'à Beni, des rebelles terroristes d'ADF ont repris la série des carnages. Ils ont abattu par machette 7 civils à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Beni. Ce massacre a eu lieu alors qu'on rendait hommage aux casques bleus tanzaniens tués dans une embuscade. En politique, 2 motions de défiance rejetées à l'Assemblée nationale. L'une visait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, pour l'affaire Tom Commune de Maluku. Et l'autre était dirigée contre Thomas Louaka, vice-premier ministre et ministre de Pété-Antique, pour la coupure du signal Internet lors des événements du 19, 20 et 21 janvier à Kinshasa. Le ministre de la Justice, Djamil Mukulu, c'est seigneur de guerre et leader des ADF qui a fait subir aux populations congolaises tant des souffrances à Beni, répondra de ses actes devant la justice congolaise. Le gouvernement congolais a lancé la démarche de son extradition, telle que l'affirme le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, arrivé ce dimanche à Goma. Il est au micro de Marty Dakozolemba. Une équipe de part de Kinshasa. Dans l'équipe, il y a mon directeur de cabinet. De là, ils vont aller à Dar es Salaam. Nous avons déjà fait la demande nécessaire d'extradition. J'ai pris l'engagement pour le compte du gouvernement, à savoir que si la justice le condamnait à mort, il ne sera pas exécuté parce que c'était la condition. Nous avons le moratoire chez nous depuis 10 ans et les Tanzaniens voulaient avoir cette assurance que s'il était extradé chez nous et qu'il était condamné à mort, il ne sera pas exécuté. Donc là, effectivement, nous n'exécutons plus les peines de mort depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a une équipe qui part en Tanzanie avec un ordre de mission que j'ai signé et avec la demande d'extradition. Je ne le contredisais pas, mais nous étions dans une démarche diplomatique qui ne devait pas, au départ, en fait, disons, être nécessairement connue. Nous voulions d'abord aboutir à la démarche. Donc pour le moment, en fait, je vous annonce officiellement que nous avons commencé la démarche. Pour le moment, nous sommes un peu en compétition parce que Kampala aussi demande son extradition. Mais nous avons expliqué aux autorités tanzaniennes que les crimes les plus graves qu'il a commis, ce n'était pas en Ouganda, c'était chez nous. Donc là, nous attendons la décision du gouvernement tanzanien. Nous espérons, en fait, disons, qu'ils vont accepter notre demande. Vient présider le comité de pilotage du projet Uhaki Safi, qui est le projet d'appui au ministère de la Justice pour toute une série de projets à l'est du pays. On a le binôme qui est de l'autre côté, à l'ouest, qui s'appelle le PARJ, le programme d'appui à la réforme de la justice. Et ici, le binôme de ce côté-ci s'appelle le Uhaki Safi. Donc, je suis venu juste pour présider le comité de pilotage. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Encore un autre massacre à Beni pendant que l'on rendait hommage aux casques bleus tanzaniens tués dans une embuscade. Les terroristes d'ADF ont abattu par la machette 7 personnes à une dizaine de kilomètres au centre-ville de Beni. Une situation déplorable à l'heure où les autorités nationales et provinciales tentent de déstabiliser cette partie de la République démocratique du Congo. Reportage Simo Kabamba et Judith Ebondo. L'Est de la RDC est loin de respirer la paix et la tranquillité. Cette nouvelle tuerie vient de gonfler les bilans macabres de Beni. 6 corps ont été retrouvés inertes samedi à Matembo vers l'aéroport de Mavivi à 12 km seulement du centre-ville de Beni. Interrogé par l'AFP, le gouverneur du Nord Kivu a dit que les investigations étaient en cours avant de préciser que les victimes ont été tuées à la machette et à la hache. Comme les fois dernières, les rebelles musulmans d'ADF sont soupçonnés dans ces énièmes massacres de la paisible population. L'on dénombre à ces jours plus de 300 personnes tuées de cette façon, affirme Julien Paluku. Même si cette dernière tuerie s'est déroulée non loin d'une base des FRDC et de la MONUSCO, le gouverneur du Nord Kivu affirme que cela ne démontre pas une impuissance de ses forces armées. Il s'agit d'actes terroristes dans un espace isolé. La société civile de Beni a déploré ce qu'elle qualifie d'inefficacité des services de
sécurité et de renseignement. Un rescapé de cette attaque a affirmé selon l'AFP que les assaillants parlaient Swahili et Lingala. Ils ont par ailleurs emporté des chèvres et des animaux de basse-cour comme s'ils venaient se ravitailler. Ces massacres viennent assombrir davantage une semaine bien difficile au Nord Kivu avec l'assassinat de 2 casques bleus tués mardi dernier, sans oublier l'hélicoptère de l'ONU qui a essuyé de tirs d'ADF. On parle justement de cette situation sécuritaire au Grand Nord Kivu avec le député national Djouma Balikwisha qui est le président du caucus des parlementaires du Nord Kivu. Monsieur le député, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Laurent. Encore un nouveau carnage alors qu'on pensait que c'était déjà fini. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour qu'on ne parle plus du carnage au Nord Kivu. Toutes les stratégies mises en place apparemment n'ont rien donné. Que dire de plus par rapport à cette situation? Oui, en fait, la situation est vraiment préoccupante dans la province du Nord Kivu et à Béni en particulier. Vous avez dit que on pensait que le carnage est fini, mais je ne dirais pas que le carnage était fini parce que, d'ailleurs, vous l'avez suivi dans le reportage, il y a eu l'attaque contre la police, disons, contre les forces de la MONUSCO. Il y a eu aussi, on a cherché à abattre l'hélicoptère de la MONUSCO. Et qu'aujourd'hui, même bien avant les tueries de Matembo, c'est-à-dire les 7 morts, il y a eu, non loin de Wicha, on a tué plus de 6 personnes. Voilà un peu, on se pose un certain nombre de questions par rapport à la situation sécuritaire, comme la société civile l'a dit aussi, que fait nos forces de sécurité? En fait, il y a une certaine constance dans ces tueries ou dans ces massacres dans les territoires de Béni. On massacre, c'est après qu'on vient constater les dégâts. Mais jusque-là, on n'a jamais attendu nos services de sécurité traquer ces gens-là et arriver à les neutraliser ou à anticiper, empêcher à ce que le massacre ait lieu. Effectivement, la population l'a toujours demandé à ce qu'on puisse renforcer nos services de sécurité en hommes, en matériel, en moyens nécessaires pour faire le travail. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un ou à un militaire d'aller à la guerre sans fusil. C'est pour le sacrifier. Voilà un peu un certain nombre de questions que la population des Béni et du Nord Kivu en général se pose. Oui, vous l'avez bien dit, parce qu'il n'y a pas que le Grand Nord Kivu, il n'y a pas que les territoires des Béni qui est en ébullition, il y a également les territoires des Rutshuru, où on signale un conflit interethnique entre les communautés Hutu et Nande. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ces deux communautés vivent pacifiquement? Non, en fait, moi, je parlerai plus de l'instrumentalisation des communautés au niveau de Rutshuru, notamment à Nyamilima. Parce que depuis les nuits des temps, la population, que ce soit Hutu, Nande ou Hunde qui se trouvent sur place, ont toujours vécu pacifiquement. Mais apparemment, il y a beaucoup d'enjeux. Les élections obligent, les enjeux électoraux sont là. Maintenant, on veut instrumentaliser la population ou les ethnies pour pouvoir déstabiliser la région. Mais aussi, là aussi, il ne faut pas perdre de vue cette situation. Mais les pays voisins, ils n'ont jamais abandonné leur plan contre la déstabilisation de la République. Mais en partant par la province du Nord Kivu, on a parlé de Rutshuru. Il y a même les phénomènes de kidnapping, que ce soit à Rutshuru, même dans le sud de Lubero. On en parle aussi à Massissi. Voilà cette situation. Donc, toute, comme vous l'avez dit, toute la province du Nord Kivu est en ébullition. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement puisse se ressaisir. Quand je dis se ressaisir, c'est quoi? Se ressaisir, c'est... On a tendance aujourd'hui à banaliser les crimes qui se passent dans la province du Nord Kivu. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et pourtant, le gouverneur Julien Paluku a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ces situations, appelant le gouvernement à ouvrir l'œil et les bons. À juste titre, il faut tirer la sonnette d'alarme. Plutôt que effectivement de mettre en place la troïka stratégique pour le cadre macroéconomique, mais il faut voir, jusque-là, on n'a jamais entendu
parler d'une cellule de crise qui est mise en place pour pouvoir se pencher sur le problème de la province et voir quelles sont les solutions idoines qu'on peut apporter pour cette situation qui n'a fait que trop durer. Très bien, on va changer les sujets. Monsieur le député Djouma Walikwisha, on parle de la politique. Vous savez, l'actualité aujourd'hui, c'est ces dialogues nationaux, dialogues politiques réclamés par l'opposition politique. Et ces dialogues pourraient être bientôt tenus en République démocratique du Congo. Vous ne pensez pas qu'avec la tenue de ces dialogues, on tend vers les glissements? Bon, pas nécessairement. Disons, je ne connais pas le cahier des charges de certaines personnes qui ont été invitées, parce que vous savez, les dialogues, contrairement au dialogue précédent, on veut le faire en format réduit. J'avais appris qu'il y a un certain nombre de partis qui ont été triés. Sur quels critères? La popularité ou l'efficacité sur le terrain? Et que dire des autres partis? Déjà, si c'est vrai, cette information, ça commence sur une fausse piste. C'est-à-dire, pourquoi les gens là qui sont exclus, est-ce qu'on estime qu'ils sont tellement marginaux à ce qu'ils ne puissent pas apporter des solutions appropriées aux problèmes qui se posent? Pourquoi, sur quels critères on a choisi ça? Et puis, ce qui m'a étonné, en fait, un dialogue qui est précédé par la rencontre avec les chefs des services de sécurité. Je me demande, c'est quel type de dialogue qu'on veut faire? On veut parler du problème du Congo, ou que veut-on résoudre, ou quel problème nous amène à ce qu'on puisse convoquer un dialogue? L'opposition dit qu'il y a crise, notamment l'opposition demande à ce qu'on puisse élaborer un calendrier électoral consensuel, mais également pousser un peu loin les découpages territoriaux. C'est entre autres revendications de l'opposition politique. Ce sont quand même des revendications fondées. Ce sont des revendications fondées, parce que le calendrier, effectivement, il faut que le calendrier soit consensuel. D'abord... Ne l'est pas pour le moment? Non, disons... D'abord, le calendrier lui-même, quand nous l'analysons, il y a eu un certain nombre de contraintes, plus de 23 ou 24 contraintes que la CENI avait présentées. Mais au moment où je vous parle, certaines contraintes sont déjà dépassées et elles ne sont pas encore réalisées. Notamment l'annexe à la loi pour les circonscriptions électorales pour les élections locales. Jusque-là, elle n'est pas encore arrivée au niveau du bureau de l'Assemblée pour qu'on puisse en débattre. Et la date qui était prévue, elle est déjà dépassée. Voilà un peu, donc, le calendrier en soi pose problème à partir du moment où elle est venue avec beaucoup de contraintes, plus d'une vingtaine de contraintes. Il faut être magicien pour les résoudre à temps tel que c'était prévu, mais la situation aujourd'hui nous montre le contraire. Honorable Djouma Walikwisha, vous avez été plus d'une fois invité en tant que député national dans la sous-région des Grands Lacs. Peut-on en savoir quelque chose de toutes ces invitations? Oui, bon, disons, nous avons été invités une fois en Tanzanie. Là, c'était pour discuter des conflits en Afrique. Et là, on a beaucoup plus examiné la situation en Somalie, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. On a essayé de voir qu'est-ce qui fait que ces situations de conflits perdurent dans notre continent. Et voilà, donc ces conflits, nous avons, en les examinant, on a trouvé que cette tendance à chercher à perdurer au pouvoir fait qu'il y a toujours des tensions, des zones de tension. Et aujourd'hui, l'exemple de Burundi nous le prouve à suffisance. On a vécu, monsieur le député, la semaine dernière, ce que je peux appeler pièce de théâtre à l'Assemblée nationale, avec 2 motions de défiance initiées contre 2 membres du gouvernement, 2 motions qui ont été malheureusement rejetées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que la population a encore confiance en vous? Bon, je ne sais pas s'il faut dire qu'il s'agit des pièces de théâtre. Vous savez, chaque institution a ses règlements. Il y a un règlement intérieur, non seulement le règlement intérieur, mais nous nous référons aussi à notre Bible qui est la Constitution. Donc, si la motion a été mal orientée, ou si, par exemple, parlons de la motion qui était adressée au vice-premier ministre, ministre des Postes et Télécommunications, Petentik. Les auteurs de la motion étaient absents dans la salle. Faudra-t-il maintenant discuter de ça? Sur les 52 ou 54 députés, il n'y avait que 2
Finalement, l'Assemblée a dit on ne peut pas valablement discuter de cette motion et on a demandé au vice-premier ministre de rentrer. Donc ce n'est pas une pièce de théâtre, mais malheureusement c'est l'exploitation même du règlement intérieur. Peut-être certains esprits malins peuvent trouver une certaine faille à travers le règlement intérieur. D'ailleurs, si vous vous souviendrez bien, le vendredi, le président de l'Assemblée lui-même a estimé qu'il est urgent de pouvoir maintenant faire le toilettage de ce règlement intérieur pour que nous puissions user de tous ces moyens de contrôle efficacement. Monsieur le député Djouma Malikusha, je rappelle que vous êtes le président du caucus des parlementaires du Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Nous poursuivons ce journal, madame, monsieur. La directrice générale de la Banque mondiale est à Kinshasa depuis ce dimanche pour une visite de travail de 72 heures. Au cours de son séjour, madame Sri Mouliani va s'entretenir avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le premier ministre et les membres du gouvernement sur les perspectives à long terme du développement de la RDC, mais également sur l'évolution de l'initiative pour la région du Grand Lac. Après Kinshasa, la directrice générale de la Banque mondiale se rendra à Goma, au Nord Kivu, où elle va échanger avec les autorités provinciales. Son agenda prévoit la visite de l'aéroport de Goma, l'hôpital Il Africa et l'école primaire ERI, école financée par le projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix. Vers la fin du bras de fer qui oppose la mairie de Goma aux associations des conducteurs de mototaxi, autour de la non-restitution des près de 100 000 $ américains à titre de pourcentage sur l'opération d'identification de ces motards. Des précisions avec notre correspondant Marty Dakozolemba. Dans un communiqué de presse publié à Goma, le président du collectif provincial des taximens motards et propriétaire des mototaxis Copstam Nord Kivu qui suit de très près les dossiers, indique que toutes les démarches administratives menées tant au niveau provincial que national ont abouti avec comme terminus l'ouverture d'un dossier judiciaire au parquet général du Nord Kivu sous le numéro RI 3306 et dont les copies ont été réservées au ministère congolais de la justice et celui des médias, à la présidence de la République ainsi qu'à la primature. Cette partie civile accuse les maires de Goma d'abus de confiance et financement illégal d'environ 95 000 $ américains. Vu les faits reprochés aux premiers citoyens de la ville, ces conducteurs de moto-taxi réclament la restitution de ces montants qui n'est ni une faveur, moins encore une taxe, car constituant les pourcentages de l'opération d'enregistrement des moto-taxis et identification des motards auteurs de l'insécurité dans la ville, lesquels pourcentages devaient servir à l'achat d'une parcelle souvenir de la plateforme associative des conducteurs de moto-taxi œuvrant à Goma. Dans le même document, Sébastien Binka Songosoft appelle les conducteurs de moto-taxi au calme et non seulement à renoncer à toutes les démarches de grève et sit-in devant la mairie, mais aussi à demeurer confiants à la justice congolaise. En définitive, leur souhait reste une comparution en audience publique avec la défense de la mairie devant l'organe de la loi pour enfin dénoncer les actes juridiques et administratifs posés délibérément par l'autorité urbaine, profitant du pouvoir légal et apporter atteinte à l'honneur. Goma et RTGR. Merci Marty Dakozolemba. On parle sport à présent avec la rencontre ASV Club Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi. Ce match donc n'a pas connu de fin ce dimanche 10 mai au stade de Tikisha de Mbujimayi au Kasaï oriental à cause des troubles survenus dans les dernières minutes de la rencontre. Ce match compté pour la 8e journée et phase allée du play-off du championnat national de football division 1. Les spectateurs présents au stade de Tikisha n'ont pas apprécié les buts égalisateurs de l'ASV Club et se sont mis à pourchasser l'arbitre central. C'est ainsi que la police est intervenue pour disperser les fauteurs de troubles par des gaz lacrymogènes, mais cela n'a pas permis à l'officiel du match de siffler la fin de la rencontre. Au moment de l'arrêt du match, les scores étaient de 3 buts partout. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, Lubumbashi Sport a battu FCMK de Kinshasa par 2-0, un match en retard de la 3e journée. En attendant la décision de la commission des disciplines de la Linafoot pour statuer sur le résultat du match Sangabalende V Club, les classements de la phase allée se présentent comme suit. Mazembe 20 clubs 18 points, 8 matchs. Don Bosco 15 points, 9 matchs. Lupopo 13 points, 9 matchs joués. Shark 11, 12 points, 9 matchs. Lubumbashi Sport 12 points, 9 matchs. Sa Majesté Sangabalende 11 points avec 8 matchs joués. Bazano 11 points, 9 matchs. Daring Club Motema Pembe 5 points, 9 matchs joués. 2 points, également 9 matchs joués. MK 2 points, également 9 matchs joués. 2 points, également 9 matchs joués. MK 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 2 poin
La rétrospective à présent, la majorité parlementaire a réussi à empêcher l'enterrement d'Évariste Bochab le lundi à l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été rejetée par la majorité, estimant que la démarche de l'opposition était inconstitutionnelle. C'est la motion incidentielle du chef de file du PPRD à la Chambre basse du Parlement qui a sauvé Évariste Bochab des griffes de l'opposition. Retour sur la plénière très animée. Ça s'est passé donc lundi à l'Assemblée nationale avec Martin Kayembe et Jacques Moulouba, Sylvain Bété. C'est une plénière électrique qu'a connue la Chambre basse du Parlement avec la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Dans la présentation de la motion dans la salle de congrès, remplie comme un œuf même au niveau du balcon, José Makila, porte-parole des signataires, a démontré que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a péché parce qu'il n'a pas respecté la procédure en matière funéraire dans l'affaire de la fosse commune de Maluku. Le fait de procéder nuitamment à l'inhumation de centaines de corps et en ne respectant aucune procédure prévue en la matière ne peut que traduire une volonté manifeste de dissimulation. Le fait d'affirmer que l'enterrement des indigents est inconnu dans un charnier fait partie d'une pratique ordinaire au niveau de l'administration urbaine est une déclaration lourde de conséquences. Juste après, par une motion incidentielle du député national Ramazani Chadari de la majorité, a fustigé la démarche des signataires de la motion, démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle. L'on se souviendra également, Monsieur le Président, de l'exploitation politique de ce dossier appris par nous les acteurs politiques et par une certaine presse éditoriale. Monsieur le Président, on n'a pas oublié que face à toutes ces contradictions, le bureau de l'Assemblée a pris la résolution en vue d'éclairer l'opinion devant la représentation nationale. Bien avant le vote du rejet de la motion de défiance contre Évariste Bochab, une partie des députés nationaux de l'opposition ont quitté la salle. Il faut dire que les élus du peuple ont également clôturé la question orale avec débat adressé au ministre de l'Agriculture sur la situation des petits commerçants qui exercent dans les domaines agricoles. Et en réaction, l'élu de Moamba, l'honorable Pius Mwabi Lumbayu Mukala, a lui aussi qualifié d'inconstitutionnelle la démarche de l'opposition. Et ce n'est pas toute l'opposition qui est sortie de la salle. Vous avez vu certains collègues de l'opposition, des UDPS comme Servamba, vous avez vu d'autres collègues que le président a présentés, qui sont restés dans la salle. Je sais que, souvent d'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas de bon sens politique. Il ne faut pas qu'on puisse blaguer avec une institution aussi importante comme ça pour la République. Vous savez, nos collègues de l'opposition, et vraiment je l'assume, doivent arrêter de se comporter de cette manière. Prenez même l'article 93 de la Constitution. Vous vous poserez d'abord la question de savoir si le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est ministre provincial. Avant de répondre à cette question, une fois que vous aurez répondu à cette question, s'il l'était, il est responsable de quel département? D'abord, il n'est pas vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur provincial. Et des deux, tous les collègues qui ont signé cette motion savent pertinemment bien qu'il faisait exprès. C'est vraiment une motion vexatoire, comme on dit, et d'ailleurs, je ne suis pas seul à le dénoncer, à le dire tout haut. Vous avez suivi d'autres collègues, d'autres brillants collègues comme Toussaint Longa sur des chaînes de télévision. Vous avez suivi le collègue qui était là tout à l'heure, qui était l'élu de Kin aussi, d'ailleurs Franck Djongo, fustiger cette motion, mal dirigée d'abord, et puis qui n'avait aucun sens. Lorsqu'on prend la parole à l'Assemblée nationale, nous sommes des législateurs, on se réfère à la Constitution. Il ne faut pas venir faire des leçons de morale aux collègues pour assouvir
votre appétit. Non, non, quand on vient à l'Assemblée nationale, quand on prend la parole pour se défendre ou défendre un argument, il faut vous référer à la Constitution. Et ça sera comme ça, j'ai prévenu des collègues, hein, ils vont faire comme ça pour bloquer le fonctionnement des institutions. Heureusement qu'ils n'y arriveront jamais. Et puis, des deux, vous savez que moi je plains ce genre de comportement. Mais vous n'avez une opposition qui ne propose rien en matière de gouvernance. Rien. C'est tout le temps d'émotions, de famine, d'émotions de toutes sortes. On n'a pas bloqué au niveau de la procédure. Ce qui s'est passé, c'est aussi la procédure. Quand il y a une motion incidentielle, pour gagner, pour engranger des victoires. Donc moi, je sais ce que je dis. Ce qui s'est passé ici, c'est aussi ça, la procédure. Vous connaissez dans quelles conditions une motion incidentielle est posée, arrive du haut de cette tribune. C'est au début ou pendant les débats. Donc à tout moment, on peut interrompre pour passer. Peut-être que les choses allaient se passer autrement si l'auteur de la motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre des Pétés Antiques, Thomas Louaka, mais hélas, l'honorable Fabrice Pouela a tout simplement brillé par son absence. Du tout, la motion a été simplement rejetée. Les points avec Martin Kayembe et Sylvain Bété. C'est une ambiance peu habituelle que la salle des congrès a connue avec la motion de défiance rejetée qui a été adressée au vice-premier ministre, ministre des Pétés Antiques, Thomas Louaka. Tout est parti de la lecture de la lettre de 4 présidents de groupes parlementaires de l'opposition par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Aubin Minakou informe la plénière de la suspension de leur participation aux séances plénières de leur chambre. Après, c'est une série de demandes de parole par quelques députés de l'opposition présents dans la salle. Ils dénoncent la décision prise par leur président sans consulter la base. À propos de la motion de défiance contre Thomas Louaka, les voix divergent. La plénière opte pour le rejet